Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour, vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h pour Poulain sans réserve. Au sommaire de cette émission, d'abord une interview avec maître Jérôme Karsanti, avocat d'Anticor, pour parler du procès du ministre de la Justice. Et oui, en France, on a un ministre de la Justice en exercice qui est actuellement en procès, donc on va voir un peu de quoi il est question et de quoi il en retourne. Et puis, en deuxième partie, nous aurons Daniel Ibanez pour parler des 8e rencontres des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont ces citoyens comme vous et moi qui, à un moment de leur carrière, voient des malversations et décident d'en avertir les médias et les autres. Voilà, ça c'est pour Poulain sans réserve. Pour nous joindre au standard de Sud Radio, 0826 300 300, on attend vos appels et on se retrouve tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve tout de suite avec maître Jérôme Karsanti, avocat d'Anticor, qui est à l'origine d'ailleurs de la plainte contre Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice en exercice, qui est actuellement jugé par la Cour de justice de la République du 6 au 17 novembre pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Bonjour maître Karsanti. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé en fait de ce qui est reproché au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, actuellement ? Oui, si vous me laissez 1 ou 2 minutes pour vous expliquer les faits. Monsieur Dupond-Moretti, avant d'être garde des Sceaux, tout le monde le sait, était un éminent avocat pénaliste spécialisé des assises. Et il avait effectivement dans son cercle d'amitié un certain nombre de personnalités politiques. Il se trouve que une enquête était diligentée par le parquet national financier pour trouver l'informateur de celui qui aurait indiqué à monsieur Nicolas Sarkozy ou à Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans une fameuse affaire Bismuth dont tout le monde a entendu parler. Il est apparu que quelqu'un avait probablement informé et donc le parquet a été chargé d'examiner ce qu'on appelle les FADET, c'est-à-dire les factures détaillées d'un certain nombre d'avocats ou de personnalités qui auraient pu donner cette information. Parmi ces personnalités, il y avait Éric Dupond-Moretti qui avait à un moment donné pu être suspecté d'avoir été cette fameuse taupe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous le savons. Mais lorsque monsieur Dupond-Moretti apprend qu'il a été sur écoute, et d'ailleurs on se souvient qu'il y a eu un certain émoi non seulement dans l'opinion publique, mais surtout chez les avocats, se dire qu'on pouvait voir nos factures détaillées, examinées, et en quoi ça aurait été ou n'aurait pas été une atteinte à notre exercice professionnel, à notre secret professionnel, et à la violation aussi de sa vie privée. Et donc, il dépose plainte en tant qu'avocat contre ces pratiques qu'il estime injustifiables de la part du parquet national financier. Ça, c'est à l'époque où il est avocat, il n'est pas encore ministre. Donc il est tout à fait avocat et c'est très important, vous faites bien de le souligner de nouveau. Sur ce, dès le lendemain de sa plainte, Madame Belloubet, qui est à l'époque garde des Sceaux, diligente une inspection générale de la justice. En gros, vous avez des services au sein du ministère de la Justice qui sont des organes de contrôle du fonctionnement de l'administration et qui peuvent, à ce moment-là, noter des dysfonctionnements ou des erreurs disciplinaires qui peuvent conduire à des sanctions. Donc l'inspection générale des services est saisie et va diligenter une enquête interne sur le fonctionnement du parquet national financier. Entre-temps, monsieur Dupond-Moretti pose sa robe et prend le bâton du garde des Sceaux pour devenir garde des Sceaux, ministre de la Justice, à partir du 6 juillet 2020. Le rapport qu'il n'a pas commandé lui est remis le 15 septembre 2020. Il le reçoit entre les mains et ce rapport conclut à l'absence totale d'infraction de nature disciplinaire. Je rappelle que il avait déposé plainte, qu'il a retiré sa plainte quand il est devenu garde des Sceaux, c'est qu'il a conscience quand même qu'il peut y avoir un risque de conflit d'intérêts, mais que sa plainte visait spécifiquement 3 magistrats du parquet national financier. Or, quand il reçoit ce rapport devenu garde des Sceaux et qui ne conclut à aucune espèce d'infraction disciplinaire, il dit bien évidemment il y a un certain nombre de recommandations sur le dysfonctionnement
existant au sein de la structure du parquet national financier, mais aucune infraction, aucune espèce de sanction identifiable comme potentiellement disciplinaire. Mais M. Dupond-Moretti, 3 jours plus tard, va saisir de nouveau l'inspection générale de la justice, alors même que rien n'est reproché à ces 3 magistrats, et va demander une nouvelle enquête concernant ces 3 magistrats qui avaient été initialement visés dans la plainte. Et donc c'est ça qu'on reproche à M. Dupond-Moretti, c'est en réalité d'avoir poursuivi en tant que garde des Sceaux une querelle qu'il avait lui en tant qu'avocat, et alors même que rien ne le justifiait. Autrement dit, ça s'appelle de la prise illégale d'intérêt, c'est du conflit d'intérêt, et c'est le fait d'avoir poursuivi une vengeance personnelle, alors même qu'il aurait dû comprendre que le sens de sa mission était celle de servir l'intérêt général. J'ai terminé. C'est ce qu'on a vu. Merci beaucoup pour ce récapitulatif très très exhaustif. C'est ce qu'on a vu cette semaine, cette première semaine de procès, une sorte de règlement de compte. Il y avait François Molins, que de nombreux Français connaissent, puisqu'il était à la tête des annonces lors des différents attentats. On entendait entre les 2 hommes finalement une rancœur où Dupond-Moretti aurait fait croire que Molins aurait voulu être garde des Sceaux à sa place, etc. Enfin, on a l'impression que c'est un procès d'entre-soi, de règlement de compte entre un avocat, un ancien avocat et des magistrats. Même si l'avocat est devenu entre-temps ministre de la Justice, c'est à se demander quel va être le but de ce procès. J'allais dire, ce qui sauve un peu ce procès, c'est Anticor. Alors, vous allez dire, c'est du pro bono que je fais. Non, pas seulement. C'est vous dire que d'abord les premiers plaignants de cette affaire, ceux qui ont mis en mouvement l'action publique, c'est Anticor. Les magistrats, le syndicat des magistrats, les syndicats, puisqu'il y en a 2 qui ont déposé plainte, ne l'ont fait que 2 mois plus tard. Et Anticor s'est saisi de ce dossier, alors que Anticor n'a rien à voir avec des conflits entre avocats et magistrats. S'est saisi de ce dossier parce qu'on a estimé que le fait qu'un ministre en exercice se serve de sa fonction pour servir à l'intérêt général, c'était la République et la démocratie qui avaient été malmenées, qui avaient été menacées. Et donc, le problème central posé, c'est celui qui en réalité aujourd'hui parasite beaucoup l'opinion publique, et souvent on entend ce très triste mot du tous pourri. Ce triste mot du tous pourri, c'est que parfois on a le sentiment que l'homme politique, le représentant public, a tendance à confondre son intérêt personnel avec l'intérêt général. Et on voit bien qu'à travers cet exemple qui est posé, celui de M. Dupond-Moretti, c'est effectivement cette confusion, c'est-à-dire en réalité, il ne sert pas l'intérêt général parce qu'il n'y a rien contre ces 3 magistrats. Il vient simplement poursuivre sa querelle personnelle. Et donc, vous avez raison et j'allais dire tort, c'est que vous avez tort de dire que c'est une querelle de magistrats, parce que la question posée, c'est l'impartialité de l'État, le fonctionnement de l'État. Mais justement, effectivement, ce procès donne un peu le vertige, parce qu'on est comme sur, et moi c'est le sentiment que j'ai en l'observant, puisque vous savez que même si je suis plaignant, la Cour de justice de la République a cette particularité que je ne peux pas plaider, que je ne peux pas être partie civile, que je ne peux qu'être témoin. Donc je suis un observateur engagé, comme disait Raymond Aron, c'est-à-dire que je suis là à écouter les débats, et que en tant qu'observateur engagé, c'est comme si j'avais un microscope et que je regardais comment fonctionne de l'intérieur la justice. Et ça donne effectivement le sentiment un peu du vertige. Oui, parce que est-ce qu'on peut avoir confiance en cette Cour de justice de la République quand on voit comment elle fonctionne et quand on voit que le ministre jugé est encore en fonction? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même de la part du ministre un sentiment d'impunité ou de dire c'est finalement une péripétie qui n'ira pas très loin, ce procès? Alors, il y a 2 questions dans la vôtre. Il y a est-ce que M. Dupond-Moretti a raison de ne pas démissionner? Et 2, qu'est-ce que le fonctionnement de la Cour de justice de la République et son indépendance, son impartialité? Première question, la Cour de justice de la première question, est-ce que M. Dupond-Moretti a raison de ne pas démissionner? C'est pas à l'avocat que je suis de le dire, mais moi je suis un observateur attentif de la vie publique et de la vie politique, et c'est pour ça que je m'engage aux côtés d'Anticor. Depuis Édouard Balladur, il y avait ce qu'on appelait la jurisprudence Balladur. Et la jurisprudence Balladur, c'était quoi? C'était dire qu'un ministre mis en examen se devait de démissionner, non pas parce que
la mise en examen venait dire qu'il était coupable, il y a toujours ce régime de la présomption d'innocence, mais simplement parce que quand on est mis en examen, à ce moment-là, on estime qu'on ne peut plus exercer de façon indépendante son pouvoir, que l'exercice même du pouvoir est détruit par ce soupçon qui pèse sur la fonction, et que donc il y a quelque chose qui vient déréguler l'exercice du pouvoir et qu'il vaut mieux se démettre plutôt que de perturber. Et ça a été pratiqué pratiquement par tous les ministres. Monsieur Emmanuel Macron a été élu sur l'idée d'une grande loi de la transparence de la vie politique. Il a été élu en promouvant Monsieur François Bayrou, grand ministre de la Justice, qui n'a même pas eu le temps de faire sa première loi parce qu'il a été tout de suite mis en examen et qu'il a dû démissionner. D'ailleurs, le procès est en cours. Monsieur François Bayrou, il n'y a plus d'émission. Ça a été terminé. Et aujourd'hui, vous avez raison. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une forme de mépris de nos institutions, une forme de mépris aussi de l'opinion. C'est de se dire que on peut comparaître mis en examen alors qu'on est encore en exercice, mais plus encore, on peut se dire qu'il aurait pu comparaître en ne démissionnant pas, ce qui était déjà grave à mon sens, mais au moins qu'il y ait un décret de déport, le temps du procès, c'est-à-dire qu'au moins pendant les 15 jours du procès, il ne soit pas ministre. Or, même là encore, il signe ses parapheurs et il vient devant la Cour de justice de la République, ministre en exercice, responsable hiérarchique de ceux qui l'accusent ou qui témoignent contre lui. Donc on est dans une totale absurdité judiciaire qui, à mon avis, fait mal à la politique, fait mal aux citoyens, fait mal à la République. C'est le sentiment de l'avocat que je suis. S'agissant du fonctionnement de la Cour de justice de la République, c'est une institution problématique. Elle avait été votée en 1993 à la suite de l'affaire du sang contaminé, et ça avait été un progrès entre guillemets parce que elle venait remplacer la Haute Cour de justice. Bon, et elle est totalement dérogatoire parce qu'elle vient juger les ministres qui ont commis des infractions pénales du temps de leur fonction. Elle n'est majoritairement politique puisque vous avez 6 députés, 6 sénateurs qui sont la représentation de la majorité en place. Bon là, avec les sénateurs, on a trois macronistes. En gros, on a 6 de droite et 3, un RN, un écolo et une France insoumise. Donc en gros, on a une représentation qui est assez favorable au gouvernement soutenu par Monsieur Dupond-Moretti. On va avoir 3 magistrats professionnels qui font ce qu'ils peuvent, mais qui n'ont pas la majorité décisionnelle. Vous avez un avocat général qui va requérir contre Monsieur Dupond-Moretti, mais qui a été nommé récemment par sur proposition d'Elisabeth Borne, et vous avez les parties plaignantes que nous sommes, c'est-à-dire Anticor d'abord et les syndicats de magistrats ensuite, qui ne peuvent pas venir délivrer la parole qui a été la leur et qui a mis en mouvement l'action publique et qui ne pourront pas solliciter de dommages d'intérêt. Donc, on est bien obligé de faire avec cette Cour de justice de la République, qui est quand même une instance dont on peut se dire qu'elle a fonctionné. Et c'est pour ça que je ne veux pas non plus trop tirer dessus. Elle a fonctionné parce qu'on peut se dire quand même, il y a cette force de la démocratie française qui est que, malgré tout, un garde des Sceaux en exercice avec un pouvoir qui maîtrise normalement les outils du droit et les outils de la justice, peut être jugé quand même en France. C'est quand même aussi à souligner, à dire que la démocratie n'est pas si affectée que ça. Donc, on verra bien ce que décidera cette Cour, mais oui, je vous ai révélé, en tout cas souligné à mon sens, les turpitudes potentielles qui sont les conflits d'intérêts, j'allais dire, inhérents à cette institution elle-même qui vient juger des problématiques de conflits d'intérêts. Ouais. Alors, dernière question et rapidement, c'est à propos de l'agrément d'Anticor. Oui. C'est le 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'agrément ministériel d'Anticor qui avait été donné par Jean Castex en 2021. Où en êtes-vous de cet agrément qui vous permet justement de déposer des plaintes au nom de la société civile ? Vous avez encore une hérésie française, c'est que celui qui nous permet d'agir en justice, qui nous donne l'agrément, c'est le garde des Sceaux. Voilà. Donc vous voyez bien que on a déposé contre le garde des Sceaux. Mais comme il s'est déporté, c'est le Premier ministre qui a donné l'agrément. Cet agrément a été attaqué par des anciens membres d'Anticor et le tribunal administratif en première instance a retiré l'agrément en estimant qu'il avait été délivré malencontreusement par le Premier ministre. Il y a un appel aujourd'hui, ça a été plaidé devant la Cour d'appel de Paris
Et chose importante, le rapporteur public, c'est-à-dire celui qui en général donne l'avis futur de la décision administrative, estime que la décision de première instance était infondée et mal fondée. Donc en fait, nous avons bon espoir de pouvoir récupérer notre agrément. Et nous avons estimé qu'effectivement cette décision était assez inique telle qu'elle a été rendue, mais ça s'inscrit, j'allais dire, dans la dérégulation aujourd'hui de toutes les associations, les soulèvements de la terre, on voit bien que ça vient d'être en parler corrigé. également. Donc, merci. Voilà. Il y a tout un ensemble aujourd'hui d'attaques sur ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Absolument. Merci beaucoup, Maître Carsanti, pour votre témoignage. On va suivre bien sûr le procès d'Éric Dupond-Moretti ici sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve dans... Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et pour cet édito, on va parler du rebondissement dans l'affaire des étoiles de David qu'on a retrouvées sur les murs de Paris. Je pense que vous vous rappelez de l'éclosion de ces 200 étoiles de David au pochoir bleu dans les rues de Paris et de sa proche banlieue fin octobre. Et après l'arrestation d'un couple moldave pris en flagrant délit, l'enquête a remonté une étrange piste moldave et russe. Le ministère des Affaires étrangères a d'ailleurs accusé un réseau russe qui s'appelle Recent Reliable News et considère que cette nouvelle opération d'ingérence numérique russe contre la France témoigne de la persistance d'une stratégie opportuniste et irresponsable visant à exploiter les crises internationales pour semer la confusion et à créer des tensions. Le ministère des Affaires étrangères, via Viginum, a observé l'implantation de 1095 bots sur la plateforme X, anciennement Twitter, ayant publié pas moins de 2589 posts contribuant à la polémique sur ces étoiles de David taguées dans le 10e arrondissement de Paris. Alors c'est pas comme si les chaînes d'infos françaises avaient été en reste sur ces étoiles dessinées au pochoir. On écoute certains de ces plateaux. Ça, c'est des images qu'on croyait plus jamais revoir. Ces scènes de 2023 qui semblent surgir de nos manuels scolaires sur les années 30. Comme une évocation glaçante du passé. On n'a pas connu les années 30, mais ça rappelle la chasse aux Juifs, il faut le dire, quoi. Je ne veux plus qu'on revive les heures les plus sombres de l'histoire quand était apposé sur certains magasins juifs, en 1933 à Berlin, le mot Youd. Des tags antisémites qui sont, encore une fois, je veux le rappeler, bien évidemment, bien prémédités, puisque ce ne sont pas des tags sauvages, mais il y a eu un pochoir derrière tout cela. Alors évidemment, la diplomatie russe a nié tout lien avec ces tags, en jugeant ces soupçons stupides et indignes. L'ambassade de Russie à Paris a d'ailleurs dit sur son compte Telegram: nous condamnons fermement les tentatives infondées de Paris de chercher une connexion russe dans des événements sans lien avec notre pays et d'en imputer la responsabilité à la Russie dans le seul but de la discréditer. On se rappelle déjà que l'excuse russe était la première des excuses du gouvernement lors de la psychose des punaises de lit. Alors en revanche, l'homme suspecté d'être le commanditaire de ces actions est un homme d'affaires moldave, certes pro-russe, nommé Anatoly Prisenko, qui dit avoir agi en soutien, en soutien de la communauté juive. Il a expliqué à BFM, qui parlait de cette affaire, que l'action a été organisée dans le but de soutenir les juifs qui vivent en France et à l'étranger. Et il s'est dit choqué par les responsables politiques et les médias en France qui ont interprété ça comme un acte antisémite, certains même allant jusqu'à dire qu'il s'agissait bien sûr d'antisémitisme couscous ou de bien sûr l'antisémitisme de la rue. Et lui, il déclare avoir mené cette action avec une organisation de la communauté juive européenne nommée Bouclier de David, inconnu au bataillon. Alors c'est une défense qui peut prêter à sourire, parce que pourquoi cet homme d'affaires n'a-t-il pas immédiatement fait savoir que cette opération de communication n'avait pas une portée antisémite, mais tout l'inverse, en laissant la libre interprétation avant d'être questionné par les médias français? Ça, c'est une vraie question. Encore une affaire de manipulation de l'opinion ou un délire isolé d'une personnalité fantasque dans cette piste moldave. Voilà. En tout cas, dimanche, c'est la marche contre l'antisémitisme qui doit avoir lieu et qui est devenue, elle, une foire d'empoigne digne du village d'Astérix où chaque parti y va de son interprétation, de son cordon sanitaire, de sa marche parallèle. Les partis se sont pris dans les pieds du tapis du RN et de Reconquête qui participent à la marche malgré les molles protestations du gouvernement. Alors marchons, certes, mais surtout continuons de lutter toujours et encore contre le racisme et l'antisémitisme et espérons que la paix sera un jour possible et que le massacre des innocents prendra fin. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite avec nous, alors il devait être en plateau pour discuter des 8e rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. C'est Daniel Ibanez, cofondateur de ces rencontres. Il sera au téléphone. Bonjour Daniel.
Bonjour. Voilà, ça c'est l'alerte, hein. La ville de Paris et les transports, c'est parfois compliqué. Alors, avant de commencer de parler de ces 8e rencontres des lanceurs d'alerte, il y a eu hier un rebondissement. C'est le Conseil d'État qui a annulé la dissolution des soulèvements de la terre qui était souhaitée par Gérald Darmanin, camouflé au gouvernement, même si le gouvernement le nie. On voit bien, on en parlait avec Maître Carsanti, avocat d'Anticor, qui eux aussi ont du mal à récupérer leur agrément. En ce moment, c'est un sale temps, non, pour les lanceurs d'alerte? Écoutez, les lanceurs d'alerte, ça fait déjà un bon moment que le temps n'est pas très très bon pour eux, pour elles et eux d'ailleurs, puisque elles sont toujours en but à la répression, à des sanctions d'un point de vue administratif ou professionnel. Donc effectivement, ça pose un vrai problème et ça n'est pas récent. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que par contre, il y a, on n'est plus vraiment uniquement dans la sanction, mais un peu dans la criminalisation quand même, notamment avec des jeunes qui mettent de la gouache orange, par exemple, pour dernière rénovation et qui se retrouvent 40 heures en garde à vue, présentés en comparution immédiate, alors que finalement, il faut quand même rappeler à tout le monde que le principe de la République, c'est que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. Et donc, clairement, ce ne sont pas des désobéissants, ces gens-là. Ce sont des obéissants. Ils sont obéissants au principe fondamental de la République de préservation et d'amélioration de l'environnement. Ils sont obéissants au principe que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, on n'a pas le droit de vendre le poison qui est le Mediator. Ils sont obéissants au principe que la contribution publique doit être répartie équitablement en fonction des facultés de chacun. Et donc, ils sont parfaitement obéissants au principe quand ils luttent contre la fraude fiscale ou l'optimisation fiscale. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire. C'est qu'en fait, ce ne sont pas les lanceurs d'alerte qu'il faut protéger, puisque finalement, ils ne font qu'appliquer les principes de la République. Les textes que je viens de citer sont quand même le bloc de constitutionnalité. Mais ce qu'il faut, c'est absolument sanctionner ceux qui sèment le doute sur le réchauffement climatique, ceux qui entravent les alertes ou ceux qui portent atteinte à l'environnement, et les sanctionner encore plus durement lorsqu'ils attaquent les lanceuses et les lanceurs d'alerte. C'est tout le propos de nos rencontres. Oui, parce que dans ces rencontres, vous allez parler bien sûr du registre des malformations congénitales, des algues vertes, bien sûr, il y aura Madame Frachon pour le Mediator, beaucoup de choses. Ces 8e rencontres ont lieu donc du 10 au 12 novembre à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris-Nord. Est-ce que depuis ces 8 années de rencontres, des choses ont évolué dans la façon dont sont traités les lanceurs d'alerte, ou est-ce que c'est toujours à peu près le même traitement jusqu'à aller à la prison, comme le cas de Julian Assange? Alors, clairement, il y a des évolutions. Il y a eu une directive européenne de protection des personnes qui dénoncent les infractions aux droits de l'Union, que l'on appelle un peu abusivement protection des lanceurs d'alerte. Donc il y a eu quelques évolutions. Mais le problème, c'est qu'on est toujours sur une idée que ceux qui représentent un risque pour les sociétés, ce sont les lanceurs d'alerte. Oui. Alors on nous dit, ah bah oui, mais vous comprenez, il y a l'espionnage industriel, il y a il y a là, etc., etc. Mais en fait, il suffit de prendre un exemple très très simple. Quand on prend par exemple l'affaire Lactalis avec le lait à la salmonelle, oui, eh ben il n'y a pas eu de lanceur d'alerte et on s'aperçoit que le danger ne vient pas de l'existence du lanceur d'alerte, mais de l'absence de lanceur d'alerte, parce que justement il n'y a pas eu de lanceur d'alerte chez Lactalis et donc les bébés ont fini à l'hôpital. Ouais. Et donc on voit bien qu'en fait il faut inverser la donne. La donne c'est la suivante, c'est que l'alerte c'est simplement une situation dont la gravité nécessite des mesures urgentes des pouvoirs publics et de la puissance publique. S'il n'y a pas d'alerte, alors la société n'est pas protégée. Et s'il n'y a pas une puissance publique qui instruit les alertes, alors les bébés finissent à l'hôpital. Mais on en est où justement de la puissance publique quand on voit la célérité avec laquelle Gérald Darmanin a traité les soulèvements de la
caractère d'éco-terroriste en voulant les dissoudre, les difficultés d'anticorps, etc. On n'a pas l'impression qu'en ce moment, la puissance publique ait envie de soutenir ces lanceurs d'alerte et d'instruire. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on a effectivement une puissance publique, des services de l'État, qui font des arbitrages et très fréquemment en faveur de ce que l'on présente comme être l'économie. Mmh. C'est-à-dire, ah là là, mais il faut protéger l'emploi. Donc on se tairait sur les pollutions industrielles au titre de la protection de l'emploi. Karim Ben Ali en a fait les frais. Ouais. Ou même sur le Mediator, où quand même on se retrouve avec des réquisitions du parquet qui dit il faudrait quand même pas oublier qu'il y a des emplois à la clé. Ouais. Donc on ne peut pas sanctionner Servier n'importe comment, enfin, etc., etc. Et on a une démonstration du dysfonctionnement des services de l'État, ou en tous les cas de l'absence de mission accomplie des services de l'État, c'est avec L214. À chaque fois que L214 publie une vidéo montrant de la maltraitance animale, montrant des conditions sanitaires d'élevage qui ne sont pas conformes à la réglementation, dans les 2 minutes, on a un communiqué du ministère de l'Agriculture qui dit « Oulala, on va aller vérifier ». Mais par contre, bizarrement, ils ne sont pas allés vérifier avant. Et à chaque fois, ils rappellent « Oui, mais attention, vous n'avez pas le droit de rentrer dedans ». Non, mais attendez, justement, ça tombe bien, c'est vous qui avez le droit de rentrer dedans, vous n'y allez pas. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas là finalement une limite à ce que font les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que rien ne bouge, que ce soit l'évasion fiscale, on voit tous les scandales d'évasion qui s'enchaînent les uns après les autres, Panama Papers, les Comex-Files, etc., avec Antoine Deltour, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement, ok, on dit qu'il y a un problème, mais ça ne change pas grand-chose, ou alors vraiment à la marge? Écoutez, on a la puissance publique qu'on mérite, ou qu'on élit. Donc il faut bien comprendre que la question de l'alerte, en fait, l'alerte, elle est toujours lancée, elle est toujours publiée à des personnes qui sont responsables, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des préfets, que ce soit des services de l'État, etc. Mmh. Le lanceur d'alerte, lui, n'apparaît en fait que lorsque l'alerte n'a pas été instruite. Oui. Irène Frachon, quand elle s'adresse pas d'abord à la presse. Elle s'adresse d'abord et avant tout aux services de régulation et de mise sur le marché des médicaments. Mmh. Et comme, effectivement, il n'y a pas de réaction, elle le publie dans la presse. Et donc, clairement, oui, il est nécessaire d'avoir des services publics, d'avoir des contrôles de l'État qui fonctionnent normalement, parce que, en fait, les lanceurs d'alerte ne devraient pas émerger. Ils n'émergent que lorsque la puissance publique n'a pas fait son travail ou a choisi d'arbitrer en fonction des intérêts privés au préjudice de l'intérêt général. Et donc, c'est la charge à tous ceux d'entre nous, de faire en sorte, et ça sera le propos de ces rencontres des lanceurs d'alerte, auxquelles on invite tout le monde à venir très nombreux. On va continuer de parler de ces rencontres et de ce qu'est le statut de lanceur d'alerte dans un instant. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre entretien avec Daniel Ibanez, cofondateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. À tout de suite dans Poulain sans réserve. Et vous êtes toujours sur Sud Radio et nous sommes avec Daniel Ibanez pour parler des 8e rencontres annuelles des lanceurs d'alerte qui auront lieu ce week-end du 10 au 12 novembre à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Daniel, il y a maintenant donc un statut des lanceurs d'alerte. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie de ces lanceurs d'alerte dont certains ont vu leur vie basculer à partir du moment où ils ont choisi de prendre publiquement la parole ? Est-ce que vous nous entendez ? Ah, ça a coupé. Alors, on va retrouver Daniel dans un instant. En attendant, je vous donne tout simplement le programme. Vous aurez donc les lanceurs d'alerte. Qui sont-ils ? Il est de retour. Alors, Daniel. Oui. Ah, voilà, on avait perdu la connexion. Mais vous revoilà. C'est un peu compliqué. Hein. Je lance l'alerte. Qu'allons-nous faire avec ces transports parisiens ? C'est compliqué. Donc, si vous n'avez pas entendu la question que je posais pour nos auditeurs, à savoir, il y a maintenant un statut des lanceurs d'alerte. Est-ce que ça
ça a changé quelque chose parce que on a vu ces dernières années les lanceurs d'alerte quand même extrêmement maltraités. Ils voient leur vie basculer. Ils sont soudain attaqués en procès bâillon. Leur carrière est arrêtée et certains, je le rappelais, comme Julian Assange, finissent en prison, dans des prisons de haute sécurité. Est-ce que la loi a quand même apporté des choses positives ? Alors la loi a apporté des choses positives, mais plutôt en théorie, parce qu'en pratique, d'une part, ça ne concerne que la sphère professionnelle. Ça veut dire que, par exemple, L214 sur les élevages ou dernière rénovation sur les problèmes de rénovation énergétique, qui sont des alertes, ne sont pas du tout protégés. Donc, ça a changé quelque chose sur la sphère professionnelle. Mais il faut quand même savoir que dans la sphère professionnelle, en fait, l'alerte était déjà protégée parce qu'elle est un devoir. Parce que le Code du travail dit le travailleur alerte immédiatement son employeur lorsqu'il constate de bonne foi des risques pour la santé publique et l'environnement. C'est pas peut alerter, c'est pas devrait alerter, c'est alerte immédiatement. Et donc, en fait, le problème, c'est que finalement, le lanceur d'alerte dans la sphère professionnelle, au seul titre de cet article du Code du travail, devrait être protégé automatiquement. Et par contre, l'employeur qui est alerté et qui prend des sanctions, lui, devrait être sanctionné, mais c'est pas ce qui est prévu. Alors donc, et clairement, aujourd'hui, il faut absolument respecter ce texte, mais le renforcer en disant aux employeurs, en disant aux services de l'État, si vous n'instruisez pas les alertes que vous recevez, et si vous entravez l'alerte, et si vous sanctionnez la personne qui vous a alerté, alors la sanction est pour vous est extrêmement forte. Vous voyez, c'est ça vraiment la question, c'est qu'on est parti dans ces lois dites de protection, dans l'idée que le lanceur d'alerte peut se tromper. Alors on lui met tout un carcan pour qu'il puisse alerter. Mais en fait, c'est quelque chose de parfaitement intuitif, l'alerte. Donc clairement, voilà, il faut effectivement aller voir la personne la plus proche qui est la plus à même de régler la situation qui présente une gravité, mais clairement mettre tout un arsenal pour savoir si on est bien lanceur d'alerte, pas lanceur d'alerte, etc. Notre société doit s'auto-protéger par justement les alertes et par leur instruction. Ce qui fait qu'il y a des lanceurs d'alerte, qu'ils publient, qui donnent à connaître à la population des dysfonctionnements, c'est justement parce qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'instruction de l'alerte. C'est tout le sens des rencontres qu'on fait, que ce soit avec les lanceurs d'alerte environnementaux, que ce soit, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la fraude fiscale qui est toujours plus, ça commence dès demain matin à 11h, mais comme avec la syndicaliste qu'on projettera ce soir à 17h30, je le précise, entrée libre et gratuite. Toutes les projections, toutes les rencontres sont libres et gratuites. Oui, c'est important, absolument. Alors, on a avec nous un auditeur, Philippe de Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Bonjour Philippe, qui souhaitait vous poser une question. Bonjour. Qui peut être, lanceur d'alerte ? Vous avez dit, en fin de compte, que dès qu'on voyait un problème, on pouvait, intervenir. Et donc, est-ce que Monsieur Éric Zemmour est un lanceur d'alerte ? Alors, est-ce que les politiques peuvent être des lanceurs d'alerte ou pas ? Voilà. Alors, la question, c'est que en fait, c'est pas Merci, qui peut Philippe. être lanceur. Merci, oui. Qui peut être lanceur d'alerte ? En fait, les lanceurs d'alerte sont des citoyens ordinaires qui font référence aux principes de la République. C'est voilà, je disais tout à l'heure, préservation de l'environnement, ne pas nuire à autrui, etc. Payer les impôts. Et donc, clairement, chaque citoyen peut être un lanceur d'alerte. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que l'alerte ? C'est pas qu'est-ce que le lanceur d'alerte. L'alerte, c'est une situation dont la gravité nécessite l'intervention et des mesures urgentes de la part de la puissance publique ou des personnes qui sont en mesure d'apporter ces mesures. À partir de ce moment-là, un discours politique qui est finalement une opinion politique ne constitue pas une alerte. Et donc, le porteur de ce message politique n'est pas un lanceur d'alerte, à mon sens.
L'alerte repose sur des faits dont la gravité nécessite des mesures urgentes. Je vous donne un exemple. Moi, j'habite à la campagne. Si mon voisin arrose son champ de pesticides et que moi, je suis dans mon champ de patates et qu'il ne me prévient pas, je considère que cette situation présente une gravité qui nécessite une mesure du pouvoir pour dire aux utilisateurs de pesticides, vous ne pouvez pas les utiliser quand vous avez une personne qui travaille à proximité. Vous voyez, ça c'est une alerte et là c'est une vraie mesure. Mais vous voyez, donc on n'est pas sur un discours politique, mais sur quelque chose malgré tout de factuel qui ne relève pas de l'opinion politique. En ce moment, l'insécurité qui est croissante en France, pour vous, ce ne serait pas une alerte alors? Et il y a alors déjà le principe fondamental, c'est la sûreté et non pas l'insécurité, mais clairement il y a des problèmes aujourd'hui de délinquance en France. Mais aujourd'hui, il y a un dispositif policier, judiciaire, juridique qui encadre ça. Donc, il y a des mesures. Considérer qu'il y a une augmentation de la délinquance, si les statistiques le démontrent, effectivement, c'est faire en sorte que cette délinquance disparaisse. La question, et c'est toujours la même chose, mais moi j'ai un métier spécial, c'est cause et origine des difficultés. Donc on peut doubler ou tripler les effectifs de police et le demander ne constitue pas une alerte, c'est une mesure que le pouvoir peut faire. Mais justement, Daniel, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand on voit comment le pouvoir systématiquement efface des organismes de contrôle ou d'études par exemple, on se rappelle du Rémora sur les malformations congénitales. On reçoit Emmanuel Amar d'ailleurs demain. Eh bien, là, il n'y a pas quand même une pirouette qui fait que, vu qu'on ne va pas tester la température de l'eau, il n'y a pas de problème finalement, puisque on n'a plus les chiffres, on ne sait pas où on en est, et donc il n'y a pas d'alerte, puisque on n'a pas d'outils pour regarder les problèmes avec des faits et des chiffres concrets. On est parfaitement d'accord là-dessus, c'est que il y a absolument nécessité, lorsque l'on parle d'alerte, de s'appuyer sur des éléments factuels. Et en tous les cas, sur des éléments qui permettent de vérifier que la situation ou la gravité de la situation est exacte. Parce que sinon, bien évidemment, tout le monde peut alerter sur une phobie. Vous voyez, par exemple, je rentre dans un ascenseur, je suis claustrophobe, je peux considérer que l'ascenseur est dangereux et ça n'est pas une alerte. À la fois, je peux être dans la rue et me trouver dans une situation d'inconfort, de perception de risque, alors que personne ne m'a agressé. Donc en fait, vous voyez, tout ça, c'est des appréciations subjectives. Et en tous les cas, il ne faut pas mélanger un discours politique avec l'alerte. Et en tous les cas, les lanceuses et les lanceurs d'alerte ne le font pas. Qu'elle s'appelle Emmanuel Amar, qu'elle s'appelle Inès Léraud. Vous voyez, sur les algues vertes, par exemple, il y a aujourd'hui des éléments extrêmement convergents et prouvés qui font que le H2S est mortel, que ce soit pour des chevaux, que ce soit pour des sangliers, que ce soit pour des humains. Et qu'effectivement, des personnes ont été finalement reconnues comme décédées du fait de l'inhalation de ces gaz toxiques. Donc, des algues vertes, absolument. Les algues vertes. Donc voilà, ça c'est une véritable alerte. Parce que là, on a une situation de gravité sur la santé publique et sur le danger pour la vie des humains. Eh bien, merci beaucoup Daniel Ibanez. Je rappelle que les 8e rencontres annuelles des lanceurs d'alerte commencent aujourd'hui jusqu'au 12 novembre. Elles sont gratuites. Il y a des projections, des films. On y parlera d'évasion fiscale, d'algues vertes, de Julian Assange, de cancer des enfants, mais aussi de société plus largement et de ces lanceurs d'alerte qui méritent d'être écoutés plus largement. Merci beaucoup. C'est